Bonjour tout le monde. Donc sur cette vidéo, on corrige le deuxième TP du chapitre 15 sur les adaptations à la vie fixée chez les plantes. Ce deuxième TP avait pour objectif les adaptations pour la reproduction. Voilà, puis derrière nous terminons le cours, donc c'est relativement simple, donc il n'y a pas grand chose. Donc ça devrait être assez rapide. Voilà, et donc on terminera ce chapitre 15, et comme ça, pour cette semaine, on s'en tiendra là, et on commencera la semaine prochaine le dernier chapitre que nous avons à traiter. Un dernier chapitre qui se traitera en 2 TP, donc en 2 semaines. Voilà. Alors, les plantes sont des organismes fixés qui vivent à l'interface entre deux milieux, le sol et l'air, le sel et l'or. Ceci les contraint donc à développer des organes spécialisés, et notamment pour la reproduction, c'est la fleur. Alors je vous avais noté deux tutos YouTube sur la réalisation d'une dissection florale, puisque vous auriez dû être, si les ECE avaient lieu, vous auriez pu être évalué sur la dissection d'une fleur. Donc comment on réalise la dissection d'une fleur? Donc c'est relativement simple, il faut à l'aide d'une pince enlever chaque élément de la fleur et les coller sur une feuille sous forme de cercles concentriques et afin de restituer leur position. Donc si je prends le début du cours avec voilà. Donc là vous avez ce qu'on appelle un diagramme floral. Donc lorsque l'on fait une dissection, on fait la dissection et après on fait un diagramme floral. La dissection consiste à coller sous forme de cercle concentrique les différents éléments de la fleur. Et une fois qu'on les a collés, on peut faire le diagramme que vous avez sous les yeux. Chaque pièce florale a un figuré qui lui correspond, donc les sépales c'est cette espèce de lune non colorée, les pétales c'est la même chose mais colorée, les étamines en forme de B, et le pistil, les ovaires, sous cette forme-là, en fonction, on verra par la suite, du nombre de loges qu'il y a à l'intérieur. Vous avez à respecter absolument lorsque l'on fait une dissection la position des différentes pièces florales les unes par rapport aux autres. Donc là vous voyez que les sépales et les pétales sont alternés. Ils peuvent être superposés, d'accord, et leur nombre. Donc il ne faut pas en perdre. Donc c'est assez délicat comme travail, ce n'est pas facile, et voilà, bon. Pour le coup, de toute façon, ça n'a plus trop d'importance puisque vous ne serez pas évalué là-dessus. Les différentes pièces florales que vous avez à connaître, c'est le plus vers l'extérieur, les sépales, ensuite les parties colorées, les pétales, et à l'intérieur, les étamines, et au milieu, le pistil. Ok? Alors, quelquefois, comme chez la tulipe, vous avez les sépales et les pétales qui sont confondus. Ils sont tous identiques, et du coup, il y en a le double. Il y a 2 fois plus de pétales, 2 fois plus de sépales, puisque les deux, si vous avez une fleur qui a 4 sépales, 4 pétales, vous aurez 8 tépales. Et on appelle cela des tépales. Voilà. Donc si je reprends ma correction, là vous avez une fleur de tulipe. Là pour le coup j'ai séparé parce que comme c'est le diagramme de base, donc le plus vers l'extérieur on a les sépales qui forment l'ensemble le calice. Ensuite, à l'intérieur, les pétales qui forment la corolle. À l'intérieur, les étamines. Et enfin, au milieu, le pistil. Donc quand on regarde d'un petit peu plus près les étamines et le pistil, donc là, cette diapo, j'ai pas vu, mais elle était à l'envers, d'accord? Donc les étamines, c'est ce qui est dont l'extrémité est orangée, donc elles sont composées d'un filet, c'est la tige, et d'en haut les anthères. Et lorsque l'on fait une coupe transversale au niveau des anthères, on observe des loges avec à l'intérieur des petits grains qui sont les grains de pollen. Les étamines correspondent à l'organe reproducteur mâle. Le pistil, donc, est au centre de la fleur. Il est composé en haut du stigmate, la tige c'est le style et à la base les ovaires, d'accord? Là vous l'avez à l'endroit. Ovaire, style, stigmate, l'ensemble forme le pistil, et lorsque l'on coupe dans l'ovaire, on voit à l'intérieur une espèce de symétrie qui forme ce que l'on appelle des loges. Une loge, deux loges, trois loges, chaque loge correspond à ce que l'on appelle un carpel, et ce carpel contient des ovules. 2, 4, 6, 8, voilà, même des chiffres impairs, c'est pas un problème.
Voilà. Voilà pour les différentes... donc le pistil correspond à l'organe femelle. L'organe reproducteur femelle. Donc ce qui va caractériser tout de suite, on le voit, une fleur, c'est la présence à la fois des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles sur la même fleur, et donc sur le même individu. Attention, cela ne veut pas dire qu'une fleur va pouvoir s'auto-féconder, c'est-à-dire que les grains de pollen des étamines d'une fleur, par exemple là, vont pouvoir aller féconder les ovaires du pistil de la même fleur. Ça marche dans de très rares cas, dans des conditions extrêmes, où les fleurs justement ne peuvent pas se croiser, où les grains de pollen d'une fleur ne peuvent pas aller sur le pistil d'une autre, mais très très rares cas. La plupart du temps, l'autofécondation n'est pas permise. Vous comprendrez bien, le but c'est de favoriser le brassage génétique, donc si vous vous autofécondez, il n'y a pas de brassage génétique, vous obtiendrez des clones de la plante initiale. Donc dans la plupart des espèces, il n'y a pas d'autofécondation possible. Donc même si vous avez les organes reproducteurs mâles et femelles sur la même fleur, il va falloir trouver un moyen d'envoyer les grains de pollen sur une autre fleur et de récupérer les grains de pollen d'une autre pour vous. D'accord? Donc c'est ça la particularité à avoir. Voilà sur la structure de la fleur. Alors, sur l'organisation florale, vous aviez un petit logiciel à utiliser sur ce qu'on appelle le système ABC. D'accord, on a trouvé 3 gènes qui agissent en collaboration, notamment lors de la formation des fleurs, qu'on a nommé A, B et C. Et donc en fonction de la zone d'expression et du nombre de gènes qui vont s'exprimer en même temps, on va pouvoir fabriquer une des pièces florales plutôt qu'une autre. Donc ça c'est la fleur classique, c'est-à-dire que ce sont des gènes homéotiques. Lorsque le gène A s'exprime seul, il fabriquera des sépales. Lorsqu'il s'exprime conjointement avec B, il fabriquera des pétales. Lorsque B s'exprime conjointement avec C, il fabriquera les étamines. Et lorsque C s'exprime tout seul, il formera C, donc les carpelles, donc le pistil. Voilà. Donc si je mute un gène, c'est-à-dire que j'annule son expression, si j'annule l'expression du gène A, qu'est-ce que je remarque? Je vois que le gène C va prendre sa place. D'accord? Et donc là où le gène C s'exprime seul, j'aurai des pistils, et là où il s'exprime avec B, des étamines. Ça ne change pas. Par contre, du coup, au lieu d'avoir les sépales à l'extérieur, je vais avoir des pistils à l'extérieur. Ensuite, comme B et E s'expriment ensemble, je vais tout de suite avoir des étamines. Donc 2 fois plus d'étamines que la normale, et ensuite je retrouve le pistil. Ça donne une photo, voilà, donc j'ai des pistils, alors ils sont pas très bien formés, bien évidemment. Le pistil central, les pistils périphériques et les étamines autour. Je peux changer, donc quand je mute A, je vais affecter l'expression de A, mais je vais aussi affecter l'expression de C, puisqu'il va beaucoup plus s'exprimer. Ensuite, si je change B, je ne vais affecter l'expression que de B, puisque A et C s'exprimeront toujours de la même manière, sur la même distance, sur la même zone géographique, pardon. Et donc là où j'aurai A, j'aurai des sépales, donc là je vais avoir 2 zones de sépales, et 2 lignées de pistils. Hop, quand je regarde, là j'ai pas de photo, pardon. Ensuite, quand j'annule l'expression de C, donc je vais affecter l'expression de C, mais aussi celle de A, qui va être surexprimée, donc je vais former une fleur, qui aura cet aspect-là, avec des sépales autour, en vert. Ensuite, double rangée de pétales, et ensuite au centre, des sépales, de nouveau. Voilà. Donc ce système ABC, ce sont 3 gènes homéotiques puisqu'ils vont permettre la mise en place d'une structure particulière de la fleur. Et donc ils vont pouvoir, hop, si je reprends le TP, et donc sont responsables de la mise en place des différentes pièces florales. Voilà. Ensuite, comment de la fleur on passe au fruit? Donc il faut déjà ce qu'on appelle la double fécondation. Donc on va voir ce que c'est. Donc pour, à partir d'une fleur, passer à un fruit, il faut déjà qu'il y ait fécondation. Donc que le grain de pollen d'une fleur vienne se poser sur le pistil d'une autre fleur. Donc les grains de pollen arrivent et se posent sur le stigmate, la partie superficielle. Donc ici c'est stigmate. Là c'est le style, les ovaires, et à l'intérieur le carpel, les ovules. Comme vous voulez. Une fois que le grain de pollen est posé sur le stigmate, il va y être collé. Sur le stigmate, il va y être collé. Donc la manière dont il arrive ici, il y en a plusieurs façons, hein. Il y a le vent, il y a les insectes, on verra par la suite.
lorsque les conditions d'humidité sont bonnes, c'est-à-dire qu'il fait suffisamment humide et chaud, il va germer. Il va germer et il va fabriquer, hop, si je prends le schéma du cours, voilà, un tube pollinique. Hop, donc ça va former un petit tube qui va grandir, donc il va sécréter des enzymes qui vont détruire juste devant lui les cellules du pistil. Donc le tube pollinique va grandir et va aller jusqu'à l'ovule, d'accord. Et les noyaux présents dans le grain de pollen, qui contiennent l'information génétique de la plante qui les a fabriqués, vont pouvoir rentrer et féconder l'ovule. Alors, on parle à chaque fois de double fécondation, parce qu'il y a 2 noyaux dans un ovule. Il y a le noyau qui va donner la future plante, hein, qui contiendra le matériel génétique de la plante, de l'ovule et du grain de pollen, qui vont pouvoir fusionner. Et il y a tout ce qui va le noyau qui sera responsable de tout ce qu'il va y avoir dans la graine, autre que le matériel génétique. Donc tout ce qui sera nécessaire pour la nutrition de la graine. Je rentre pas plus dans les détails. Du coup, si on fait une petite correspondance entre la structure de la fleur et le devenir après fécondation, donc les ovaires deviendront le fruit, les ovules les graines, et la paroi de l'ovaire la paroi du fruit. D'accord? Donc lorsque vous mangez une pomme, vous mangez l'ensemble des carpelles, donc les ovaires qu'il y avait au sein d'un pistil de la fleur qu'il y avait dans l'arbre avant. Les ovules deviendront les graines. Donc pour l'histoire du petit pois, combien faut-il de fécondation pour former une gousse de petits pois? Ben, vous comptez combien il faut de petits pois, combien il y a de petits pois dans une gousse, hop, c'est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, donc 7 double fécondation, ce qui fait 14 fécondations. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, donc que deviennent là où les graines formées? Ben, les graines formées ensuite vont devoir être disséminées pour donner une nouvelle plantule qui donnera un nouveau végétal. Alors, comment ça se fait? Donc, les 2 grands phénomènes nécessaires à la reproduction, vus dans cette première partie, c'est bien évidemment, quand on reprend, hop, ici, pollinisation, dispersion des graines, et cette pollinisation et dispersion des graines se fait grâce à des éléments de l'environnement, et notamment l'action de certains animaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autofécondation n'est pas génétiquement la solution la plus appropriée, puisqu'elle ne favorise pas le brassage génétique. Donc si ça ne favorise pas le brassage génétique, on a des anomalies qui seront conservées, vous avez formé des clones, donc pas de nouvelle espèce, pas d'évolution possible. Et bien en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui se sont développés pour permettre aux plantes de réaliser une fécondation croisée, donc entre pieds différents. Vous aviez dans le livre quelques exemples de pollinisation. Alors je ne les ai pas tous remis, mais voilà. Bon, classiquement les abeilles. Vous avez ici une fleur, comme on la voit nous. C'est une fleur de lys, d'accord? Ce fleur, non, c'est le pollen de lys. Enfin bon, bref, donc ça, la fleur comme on la voit nous, et la fleur comme la voit une abeille. Vous voyez que l'abeille va distinguer les UV, hein, nous on voit pas, hein, nous ce que l'on voit c'est de 400 nanomètres à 800 nanomètres, on voit pas les UV, on voit pas les infrarouges, les abeilles voient les UV, donc la fleur vont la voir comme ça, donc elles vont voir le centre bien plus foncé, et donc elles vont être attirées vers le centre de la fleur, là où il y a les étamines. Donc elles vont se poser à cet endroit-là et se recouvrir d'étamines. Ce qui va attirer l'abeille également, c'est la production à la base des pétales de nectar. Ce nectar, c'est un liquide sucré dont elles vont se nourrir. Okay, donc le nectar, c'est la glande qui va produire le nectar à la base des pétales, va faire en sorte, avec aussi le signal visuel de la couleur de la plante, que les abeilles vont venir se poser au centre de la plante pour aller becter, enfin pas becter, ça c'est pour les oiseaux, mais voilà, pour aller se nourrir du nectar, et comme ce nectar est au centre de la fleur, elles vont se retrouver, on va dire indirectement, recouvertes par les grains de pollen présents sur les étamines. Et puis elles vont faire plusieurs fleurs, de pieds différents. Et donc, en allant d'une fleur à une autre, ensuite elles vont se recouvrir de plus en plus de grains de pollen, de fleurs différentes, et les déposer de manière indirecte sur le pistil d'une autre fleur,
sur laquelle elles iront également récupérer le nectar. Donc voilà un exemple de ce qu'on appelle la pollinisation par les insectes. Cette pollinisation est à l'origine de ce qu'on appelle une coévolution, c'est-à-dire que les espèces vont voir se développer certains caractères avantageux pour l'espèce, puisqu'ils vont permettre la reproduction, et du coup, ça peut permettre d'arriver à des formes un peu étonnantes. Là, on voit par exemple une orchidée qui a un pétale qu'on appelle en éperon, très long et pointu, et ici vous avez un sphinx, donc un insecte, caractérisé par la présence d'une trompe. Et on s'est rendu compte que d'une manière, on va dire, parallèle, la longueur de la trompe du sphinx a augmenté autant que la longueur de l'éperon de l'orchidée. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt pour le sphinx? L'intérêt pour le sphinx, c'est d'avoir une trompe assez longue pour aller au fond de l'éperon et se nourrir du nectar qu'il y a à l'intérieur. Quel est l'intérêt pour la plante? La plante, c'est d'avoir un éperon assez profond pour que le sphinx, malgré la longueur de sa trompe, soit obligé de rentrer un petit peu la tête à l'intérieur de la fleur pour pouvoir se recouvrir, être en contact avec les étamines et se recouvrir de grains de pollen, et d'aller les emmener sur une autre fleur juste après. Donc le but, c'est pour la plante d'avoir l'éperon le plus long possible pour que le sphinx puisse rentrer à l'intérieur de la plante, et pour le sphinx, c'est d'avoir l'éperon le plus long possible pour aller atteindre le nectar le plus facilement. Donc on s'est rendu compte que, d'une manière parallèle, d'une manière conjointe, la longueur de l'éperon de l'orchidée et la longueur de la trompe du sphinx ont augmenté, voilà, conjointement. Donc c'est ce qu'on appelle une coévolution. Il y a une collaboration entre la plante et les animaux aussi pour la dissémination des graines. Une fois que la fleur a été fécondée, le fruit est là, les graines sont formées, il faut ensuite les disséminer, puisqu'ils ne peuvent pas rester au pied de la plante, puisqu'il n'y aura pas assez de substances nutritives dans le sol pour nourrir la plante adulte et la future plantule. Donc il faut que les graines soient dispersées dans l'environnement, plus ou moins proches de la plante initiale, pour pouvoir former une nouvelle plante, germer et former une nouvelle plante à la saison suivante. Donc d'après ces exemples, par quels moyens ils vont être disséminés? Donc la pomme c'est par la gravité, et donc elles vont tomber de l'arbre et rouler, et s'éloigner. Ensuite, la partie charnue que l'on mange va pourrir, ou sera mangée, et les graines solides vont rester sur le sol, et puis vont rester là quelques années jusqu'à ce qu'elles germent et qu'elles donnent un nouvel arbre. La bardane, vous voyez qu'elle est pleine de crochets, ça c'est pour s'accrocher dans les poils des animaux, ou sur vos vêtements quand vous vous baladez dans les hautes herbes. La feuille d'érable, c'est par le vent, d'accord. La noix de coco, c'est par l'eau. Vous avez aussi des insectes, toutes les fourmis, etc. vont enterrer des graines dans le sol pour leur alimentation, mais au bout d'un moment elles vont germer. Les oiseaux qui vont manger les graines, je reviens juste après avec l'histoire du gui. Un oiseau qui mange une graine, dans ses déjections, plus tard, qui mange un fruit, les graines ne seront pas digérées par les sucs gastriques, et les graines se retrouveront dans les déjections de l'oiseau qui aura parcouru quelques kilomètres auparavant. Et enfin, les écureuils sont les meilleurs, on va dire, les animaux qui permettent de replanter des forêts. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement de réserves de glands ou d'autres fruits secs que lorsqu'ils les enterrent, ils oublient où ils les enterrent, d'accord? Et donc, vous, quand vous plantez un arbre, vous enterrez une graine, eux, ils font pareil. Donc ils font des réserves de graines, à plein d'endroits différents, ils oublient la plupart du temps où ils les ont mises, et du coup, ça va planter, ça va germer, et faire un autre arbre. Donc là, vous voyez aussi qu'il y a une collaboration entre animal disséminateur et les plantes, et donc ça aussi, ça amène une coévolution. Petite précision, l'histoire du gui et de la grive. Donc le gui, vous savez tout ce que c'est une plante parasite. Quand un arbre est recouvert de gui, c'est pas bon signe du tout. C'est une plante parasite qu'on cueille et puis qu'on met sur les portes au moment des fêtes de Noël, et on s'embrasse. Normalement, à la nouvelle année dessous, ça doit porter bonheur. Ce gui se caractérise par des fruits très collants, par des baies, des fruits blanches, des baies blanches. À l'intérieur, il y a une graine, et autour de cette graine, il y a toute une partie charnue, très collante.
quand vous éclatez une baie de gui entre vos doigts, ça colle. Eh bien la grive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en manger plein. Elle va en manger plein. La, la digestion va se faire, du coup ça va digérer la membrane autour du gui, mais pas la partie collante. Et donc toutes les baies vont se retrouver dans l'estomac de la grive, vont se coller, former un chapelet, et à l'intérieur, il y a toujours les graines. Et donc dans les déjections de la grive, eh ben, ça va former une longue chaîne de baies un peu digérées, collantes, et donc ces baies vont se retrouver accrochées aux branches des arbres, et elles pourront coloniser d'autres arbres. Les graines à l'intérieur emprisonnées vont germer, et donc, paf, elles vont se fixer sur une branche d'un autre arbre. Donc vous voyez comme quoi aussi la coévolution, jusqu'où elle est poussée pour la dissémination des graines. Si je prends la leçon, donc vous avez comme d'habitude, là ces derniers temps j'ai fait ça, la correction, puis ce qu'il y a à retenir en bilan. Donc en bilan sur l'organisation florale, il faut retenir qu'il y a à la fois les appareils reproducteurs mâles et femelles. Donc la reproduction est facilitée si la plante est capable d'autofécondation, je l'ai quand même noté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la vanille, il y a un pétale qu'on appelle le rostellum entre les étamines et le pistil, ce qui empêche les grains de pollen des étamines de se poser sur le pistil. Ensuite, sur le contrôle de l'organisation florale, à retenir, donc il existe des plantes mutantes présentant des anomalies du plan d'organisation des pièces florales. Les gènes responsables de ces mutations sont des gènes du développement, ou gènes homéotiques. Ces gènes sont classés en 3 groupes, A, B, C, et s'expriment selon la position de la pièce florale en construction. Et selon ceux qui s'expriment, cette pièce se développe en sépale, pétale, étamine ou pistil. Ensuite, de la fleur aux fruits, vous retenez le schéma. Pour la reproduction de la plante, il faut donc une pollinisation, transport du pollen sur le pistil d'une fleur et la dispersion des graines. Malgré que la fleur soit bisexuée, la pollinisation a souvent lieu entre fleurs de pieds différents. Le vent, l'eau et les animaux peuvent assurer une pollinisation et une dispersion des graines. Sur la collaboration, donc j'ai divisé en deux, une collaboration pour la pollinisation. Le but ici, c'est de, s'il y avait eu une épreuve écrite, c'était de se rappeler d'exemples. D'accord? Sinon, le bilan est le suivant. Il y a une collaboration plantes-animaux pour la pollinisation, et la collaboration plantes-animaux-pollinisateurs pour la pollinisation entraîne une coévolution. Voilà, le but ici, c'était de retenir les exemples. Même chose pour la dissémination. De nombreuses plantes possèdent des fleurs bisexuées qui permettent parfois l'autofécondation. Outre par l'utilisation du vent ou de l'eau, la pollinisation et la dispersion des graines de nombreuses plantes reposent sur la collaboration animale-plante, produit d'une coévolution. Voilà ce qu'il y a à retenir. Ensuite, le schéma bilan, bah, cette fois-ci, il est fait maison, d'accord? Donc j'ai résumé sur... Ici, vous avez le schéma d'une fleur, on va dire, générale, fleur théorique, et vous avez toutes les adaptations à la vie fixée que l'on a vues, à la fois pour la nutrition, donc comme les racines avec le poil absorbant pour augmenter la surface d'échange, la photosynthèse pour la nutrition, la structure des feuilles avec des lacunes pour permettre la circulation des gaz, la reproduction pour les fleurs, la protection contre le froid avec les bourgeons, la protection contre les brouteurs herbivores avec la production de tanins, et l'adaptation à la nutrition avec la circulation de sève brute et élaborée dans les tiges et les différentes parties de la plante. Donc voilà, je termine le chapitre 15 là-dessus. La semaine prochaine, nous attaquons le dernier chapitre sur la domestication des plantes, d'accord? Comment l'homme a pu domestiquer et mettre à profit les caractéristiques intéressantes des plantes et en faire des plantes cultivées actuellement. Donc c'est un chapitre qui nous restera, on va dire, qui nous prendra 15 jours de travail, d'accord? La semaine prochaine, par contre, j'inverserai, je posterai l'ETP sur Pronote le lundi et je ferai la correction jeudi. Parce que la semaine encore suivante, le lundi est férié, donc on retombera sur un jeudi où je pourrai vous donner le TP2. Voilà, j'espère que tout va bien, que il n'y a pas de problème de compréhension. S'il y en a, je reste joignable par mail, et bien évidemment, à partir d'aujourd'hui, vous devriez avoir vos premiers résultats de Parcoursup, donc je reste, comme je vous l'ai dit, par mail. Si vous avez besoin de conseils, vous m'envoyez votre numéro de téléphone par mail, et je vous appelle et on en discute de vive voix. Allez, bon courage!